Bonjour, alors j'ai décidé qu'en fait le cours lumière et matière aurait une troisième partie, parce que c'était trop long, donc là je commence donc la deuxième partie. Je savais pas que vous étiez en vacances la semaine dernière, donc j'ai pris une semaine de plus pour travailler le cours. Donc lors de ce cours, on va voir qu'il y a différents mélanges de couleurs qui obéissent à des logiques propres. Donc le mélange des matières transparentes, les pigments, les colorants, les peintures, on nommera ça la synthèse soustractive. Le mélange des lumières, donc les sources de lumière, ou bien par exemple les pixels d'un écran ou d'un projecteur, on nommera ça la synthèse additive. Et puis la juxtaposition d'éléments diffuseurs colorés, donc par exemple des petits points de peinture dans le pointillisme, ou bien des petites lignes de peinture dans le trateggio, ou encore dans les textiles, dans les tissages avec différents fils de couleurs. On nommera ça la moyenne optique des couleurs et on verra ça la semaine prochaine. Alors, on parle souvent de mélange de couleurs, c'est un terme assez ambigu. On utilise ce terme quand on veut décrire les couleurs qui apparaissent lors de mélanges de matières colorées. On utilise aussi ce terme lorsqu'on parle de mélange de lumière colorée ou bien lors de juxtaposition d'éléments colorés comme ici en bas à droite des pixels. Alors, on va utiliser une expression plus exacte, on va parler plutôt de synthèse des couleurs. Donc plutôt que de parler de mélange, donc c'est un terme qu'on préfère réserver au mélange de matières colorées, donc les encres, les pigments, les colorants, les peintures, etc. On va parler de synthèse des couleurs. Donc la synthèse des couleurs, ce seront tous les procédés par lesquels on va générer des couleurs en jouant avec de la lumière et de la matière. Il y a donc trois types de synthèse des couleurs qu'on verra. La synthèse additive, donc par exemple lorsqu'on superpose des lumières colorées sur un écran, ou bien dans une chambre noire, ou avec des lumières, etc. La synthèse soustractive, donc par exemple en utilisant des filtres transparents, colorés ou des peintures. Et puis la moyenne optique des couleurs, donc par exemple dans les tissus quand on va tisser ensemble des fils de différentes couleurs. Donc je commence par la synthèse additive en RVB, donc rouge, vert, bleu. Donc imaginons qu'on est dans une chambre noire et qu'on projette sur un écran blanc le faisceau de trois lampes rouges, un peu orangé, vert un tout petit peu jaunâtre et bleu un peu violet. On va additionner les faisceaux bleus et rouges et la couleur qui est synthétisée, c'est le magenta. On va additionner les faisceaux verts et rouges. La couleur qui est synthétisée est le jaune. On va additionner les faisceaux bleus et verts et la couleur synthétisée est le cyan. Si on additionne maintenant le bleu, le vert et le rouge, la couleur qui est synthétisée est le blanc. On va regarder ça de plus près. Donc, combien de couleurs y a-t-il? Le noir, qui correspond à l'absence de lumière. Le blanc, la superposition du rouge, du vert et du bleu. Le rouge, le vert, le bleu, le jaune, le cyan et le magenta. Il y aura donc 8 couleurs ici et on peut se demander comment est-ce qu'on peut les classer. Alors on va se demander comment fonctionne le système. On a trois sources de lumière, rouge, vert et bleu. On va nommer ces trois couleurs les couleurs primaires du système. On les appelle primaires parce qu'elles donnent naissance aux autres par addition de lumière. Donc le rouge plus le vert donne le jaune, le vert plus le bleu donne le cyan, le rouge plus le bleu donne le magenta. Donc les couleurs nées de l'addition de deux primaires, on va les appeler des couleurs secondaires. Donc le jaune, le cyan et le magenta.
Le blanc et toute autre couleur qui va naître de l'addition des trois primaires, on va les appeler des couleurs tertiaires. Et le noir naît simplement de l'absence de lumière, on va l'appeler la couleur fondamentale du système. Alors, on a donc compté 8 couleurs sur ce genre de diagramme, mais je vais faire un petit interlude parce que on peut peut-être voir cette figure différemment. Par exemple, imaginons que les cercles sont des bulles transparentes qui flottent. Ils flottent dans un espace indéterminé. À ce moment-là, combien est-ce qu'on va voir de couleurs? Regardez bien, par exemple, une bulle bleue flotter. Si vous regardez bien, vous pouvez voir que vous pouvez la voir au travers des autres bulles qui, elles aussi, sont transparentes. Donc on peut voir la bulle bleue au travers de la bulle verte. On peut voir la bulle bleue au travers de la bulle rouge. On peut même voir la bulle bleue au travers de la bulle verte et de la bulle rouge. Et à ce moment-là, on perçoit en fait la couleur bleue au travers d'une image où cette couleur est représentée par du cyan, du blanc et du magenta. On peut faire pareil avec une bulle rouge ou une bulle verte. On peut en fait voir les couleurs des objets rouges, verts ou bleus au travers des autres par transparence. Donc si on part du principe qu'on a affaire à une image où 3 lumières sont projetées sur une surface, on va compter 8 couleurs. Par contre, si on part du principe qu'on a là 3 objets transparents qui flottent dans l'espace, que l'on peut voir les uns au travers des autres, alors on compte plus que 4 couleurs, le noir, le rouge, le vert et le bleu. Donc on peut voir le bleu au travers du cyan et du magenta, et même du blanc, le rouge au travers du jaune, le vert au travers du cyan, etc. Donc l'image reste bien entendu exactement la même, mais pas la manière dont on l'interprète. Donc quand on va parler des couleurs que l'on voit, il faudra bien s'entendre sur ce dont on parle. Donc par exemple, pour cette image, est-ce qu'on parle de la couleur des objets représentés sur l'image, ou bien est-ce qu'on parle de la couleur des pixels de l'image? Alors on peut représenter les additions des lumières rouge, vert et bleu sous la forme d'un triangle. Donc les sommets du triangle sont les couleurs primaires, donc le rouge, le vert et le bleu. Les côtés du triangle, donc des lignes droites, sont les couleurs secondaires. Par exemple, entre le rouge et le vert, il y a de l'orange, du jaune, du vert jaunâtre, etc. Entre le vert et le bleu, on a du vert un peu bleuté, du cyan, du bleu un peu verdâtre, etc. Entre le bleu et le rouge, on a du bleu, du violet, du magenta, du magenta rougeâtre, etc. Donc les côtés, ce sont les couleurs secondaires, et tout l'intérieur, toutes les couleurs qui apparaissent à l'intérieur du triangle sont des mélanges des trois primaires, donc ce sont des couleurs tertiaires. Alors remarquez que dans ce triangle, les lignes qui passent par le centre montrent l'emplacement de ce qu'on va appeler des couleurs complémentaires. Par exemple, le rouge et le cyan sont complémentaires, le vert et le magenta sont complémentaires, le jaune et le bleu-violet sont complémentaires. Donc toutes ces lignes passent par le centre qui est blanc, et donc représente des axes sur lesquels sont placées des couleurs complémentaires. Et il y a en fait une infinité de couleurs complémentaires dont la ligne passe par le centre. Donc, par exemple, rouge, orange et bleu, ou bien magenta, rougeâtre et bleu-vert, etc., etc. Alors la représentation en triangle est pratique pour se souvenir de l'ordre des couleurs dans un système de synthèse additive en RVB. Cependant, cette représentation, il lui manque une dimension. Parce que où se trouve par exemple la couleur
qui correspond à 1,5 de rouge, 1,5 de vert, 1,5 de bleu, ben ici elle se trouve nulle part. Pour représenter en fait l'ensemble des combinaisons de 3 lumières primaires RVB, on va avoir besoin d'un espace en 3D. Pour ça, on peut utiliser la représentation la plus simple, c'est le cube. Donc le cube des couleurs en RVB permet de représenter l'ensemble des combinaisons de 3 lumières primaires RVB dans un espace en 3 dimensions. C'est la forme la plus simple pour représenter toutes les combinaisons. Le noir, c'est l'un des sommets du cube. Les couleurs primaires rouge, vert et bleu forment avec le noir 3 axes perpendiculaires. Les couleurs secondaires se trouvent en additionnant les flèches des primaires, 2 par 2. Donc, par exemple, le jaune en additionnant la flèche rouge et la flèche verte. Le cyan en additionnant la flèche verte et la flèche bleue. Le magenta en additionnant la flèche bleue et la flèche rouge. On arrive au blanc en additionnant les 3 primaires, donc la flèche bleue, la flèche verte et la flèche rouge. En fait, toutes les additions de lumière vont former un point à l'intérieur du cube ou sur sa surface. Donc ici, par exemple, le gris, ça va être l'addition d'une flèche rouge, d'une flèche verte et d'une flèche bleue qui ont la dimension qui représente la moitié de l'intensité de chaque couleur primaire. Donc dans cette figure, les valeurs vont de 0 à 255 au lieu de 0 à 1 dans le triangle précédemment. Et toutes les couleurs qui naissent de l'addition des 3 composantes sont des couleurs tertiaires. Dans le cube RVB, les couleurs complémentaires qu'on a vues dans le triangle tout à l'heure s'opposent selon des lignes qui passent par le centre du cube. Donc, par exemple, le blanc et le noir sont complémentaires, le rouge et le cyan, le vert et le magenta, le jaune et le bleu. Vous voyez que tous les axes qui opposent entre elles les couleurs complémentaires se croisent en un même point au centre du cube. Et comme pour le triangle RVB, les lignes qui rejoignent les couleurs complémentaires donc passent toujours par le même point. Et comme dans le cas du triangle RVB, on a une infinité de complémentaires. Donc, par exemple, ici, on peut penser à vert foncé, magenta clair, ou bien vert jaune et violet bleuté, ou bien jaune blanchi et bleu foncé, etc. Elles vont toujours se croiser sur le même point. Alors dans la vraie vie, la synthèse des couleurs en RVB se fait à l'aide d'appareils, souvent des appareils numériques, donc par exemple des écrans de télévision et autres, donc écran cathodique, écran plasma, écran LCD, des vidéoprojecteurs, des lampes LED RVB. Et alors d'autres systèmes utilisent le RVB comme un langage pour coder les couleurs. On peut penser par exemple aux scanners, aux appareils photonumériques, à la grande majorité des imprimantes jet d'encre, à la plupart des logiciels d'image numérique et aux sites web. Donc en fait, dans la vraie vie, chaque appareil RVB synthétise un ensemble de couleurs à partir de ses propres couleurs primaires. Donc chaque écran est différent parce qu'il a des primaires légèrement différentes, un noir légèrement différent et un blanc légèrement différent. Un écran RVB est fabriqué de telle sorte que lorsque les 3 primaires sont à 100% de leur puissance, du blanc s'affiche. Mais cependant, chaque écran a un blanc différent. Et les primaires d'un écran sont choisies en fonction de contraintes technologiques et économiques. Autrement dit, chaque écran est différent et un écran n'en vaut pas un autre. Alors, une image numérique RVB, c'est une grille de pixels avec des valeurs pour le rouge, le vert et le bleu. Et donc, une image numérique, lorsqu'elle est affichée sur un écran, elle est interprétée par la technologie de l'écran,
Et les images s'affichent en variant la quantité de lumière émise par ce qu'on appelle des sous-pixels rouge, vert et bleu sur l'écran. Vous avez ici une image avec différents types de sous-pixels en fonction de la technologie de l'écran. Les plus courants aujourd'hui, c'est le LCD, donc c'est le motif qu'on voit en bas à droite. Alors, en fonction de la géométrie des sous-pixels en question, vous voyez que le principe reste le même. On a différents sous-pixels qui émettent des quantités variables de lumière rouge, vert et bleu, mais l'organisation géométrique de ces sous-pixels à la surface de l'écran varie. Alors les primaires rouge, vert et bleu varient également d'un écran à l'autre. Là, vous avez trois exemples. À gauche, vous avez le spectre d'émission des primaires rouge, vert et bleu d'un écran de télévision cathodique, donc les écrans qui étaient courants jusqu'à peu près vers l'an 2000. Au centre, vous avez les primaires d'un écran plasma. C'est un modèle haut de gamme vers 2000-2005. Et puis à droite, vous avez des primaires d'un écran LED avec une technologie qu'on appelle Quantum Dots. C'est un modèle haut de gamme aujourd'hui. Vous voyez que les primaires n'ont pas le même spectre d'émission. Ça veut dire qu'en fait, l'ensemble des couleurs qui pourront être créées par ces différents écrans va varier. En fait, on peut mesurer l'ensemble des couleurs qu'un écran va pouvoir afficher et on va appeler ça le gamut de l'écran. Donc le gamut d'un écran RVB, on peut le mesurer et on peut le représenter dans le diagramme de chromaticité de la CIE qu'on a vu dans les cours précédents. Et des écrans haut de gamme ont un gamut plus grand et ils peuvent donc synthétiser davantage de couleurs à partir de leurs trois couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Les vidéoprojecteurs qui utilisent la technologie qu'on appelle DLP synthétisent les couleurs à partir d'une synthèse additive, mais d'une manière assez intéressante. En fait, à l'intérieur de ces vidéoprojecteurs, vous avez une source de lumière, une roue chromatique qui tourne très très vite et un petit miroir électronique. Donc ce qui se passe, c'est qu'on envoie des lumières sur la roue, donc elle va filtrer la lumière blanche. On va avoir une succession d'images monochromatiques colorées qui sont reflétées par le miroir électronique et projetées au travers de la lentille du projecteur. Donc dans ce cas-là, on a une synthèse additive de couleurs dans le temps. Sous la forme d'images qui se succèdent très très vite, rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu, rouge, vert, bleu, ou bien même souvent rouge, vert, bleu, jaune, blanc, rouge, vert, bleu, jaune, blanc, etc. Alors la vitesse de succession des images est tellement rapide qu'on ne perçoit pas le clignotement et qu'on ne perçoit pas que l'image en couleur qu'on perçoit est en fait produite par une succession d'images monochromes. Par contre, si on prend un objet ou notre main et qu'on la déplace rapidement devant la lentille du vidéoprojecteur, là on voit tout de suite des couleurs qui apparaissent dans la lumière blanche projetée par le vidéoprojecteur. Et donc on se rend compte effectivement que ce type de vidéoprojecteur projette successivement à très haute vitesse des images colorées. Donc on va dire que c'est une synthèse des couleurs dans le temps. Alors, en fait, on a parlé de la synthèse additive en RVB, mais en réalité rien ne nous oblige à n'additionner que 3 lumières colorées primaires. On peut en utiliser moins, on peut en utiliser que 2 par exemple, ou bien on peut en utiliser plus, 3, 4, 5, en fait autant qu'on veut. Et alors la seule règle qui va définir si une couleur est primaire, c'est la réponse à la question est-ce que la couleur que l'on va ajouter peut déjà être synthétisée au moyen d'une combinaison des autres couleurs
qu'on a déjà utilisé. Donc si la réponse est oui, ben, on n'a pas affaire à une couleur primaire. Si la réponse est non, on a affaire à une couleur primaire. Alors, on va voir un peu ce qui se passe dans le diagramme de chromaticité de la CIE qu'on a déjà vu. Donc ici, vous avez représenté un triangle qui correspond à un espace RVB standardisé qui s'appelle le sRGB. Et c'est grosso modo une représentation de l'espace de couleurs RVB d'un écran d'ordinateur d'assez bonne qualité. Alors le point noir qui est sur la figure représente le blanc de l'écran. Alors qu'est-ce qui va se passer si on utilise d'autres primaires que rouge, vert et bleu? Par exemple, si on utilise un orange très pur, un cyan très pur et un bleu un petit peu moins violet, on voit que la combinaison des trois couleurs primaires crée un autre ensemble de couleurs, un autre triangle dans le diagramme. Alors on voit tout de suite qu'on va gagner des couleurs dans le cyan, on va avoir des plus beaux cyans et davantage de possibilités de couleurs qui vont apparaître entre le cyan et le bleu. Par contre, on n'aura plus de vert, on n'aura pas vraiment de rouge de bonne qualité, nos magentas seront plus faibles, etc. Si j'utilise alors un vert très pur, un cyan très pur et un bleu un peu moins violet, là vous voyez que j'obtiens un triangle qui va contenir une très grande gamme de bleu, de cyan et de vert, mais c'est tout. On n'aura pas de blanc, pas de jaune, pas d'orange, pas de rouge, pas de magenta, etc. Maintenant, si j'utilise comme primaire un cyan un peu vert très pur, un jaune très pur et un magenta très pur, alors remarque, le magenta sera forcément un mélange de lumière bleue et de lumière rouge. Vous voyez donc qu'avec un tel système, je vais avoir gagné de nombreuses couleurs, donc je vais avoir des jaunes bien meilleurs, des cyans et des verts bien meilleurs et un meilleur magenta. Par contre, impossible d'avoir du bleu ou du rouge. Et donc pas de rose, pas d'orange, etc. Alors, on voit que c'est quand même intéressant de garder les trois couleurs primaires rouge, vert et bleu. Mais on peut imaginer un système où on aurait rouge, vert et bleu et on va ajouter une à une des nouvelles couleurs primaires pour en fait augmenter le nombre de couleurs qu'on sera capable de reproduire avec notre système. Alors, par exemple, si on va avoir rouge, vert, bleu et on va ajouter du jaune ambré, donc un jaune très pur qui correspond à la lumière d'une lampe à sodium basse pression. Et là, on voit que le gamut s'agrandit, on a des meilleures combinaisons avec du vert et du jaune ambré pour créer des jaunes, et des meilleures combinaisons avec du rouge et du jaune ambré pour créer des oranges et des rouges. Maintenant, si j'ajoute un cyan, ben, je vais gagner de nouveau de la place du côté du cyan, donc j'aurai des meilleurs verts, des meilleurs bleus-verts, et plus de possibilités entre le bleu et le cyan. Et je peux même encore ajouter du violet ou du indigo, qui va me donner des plus beaux magentas, et qui va augmenter encore un petit peu la possibilité des couleurs que je vais pouvoir synthétiser avec mon système de lumière additionnée. En fait, c'est une technologie qui existe. Par exemple, les spots de théâtre de la marque ETC, Source 4, ils contiennent 7 LED de couleurs primaires. Et ça permet de projeter sur une scène beaucoup plus de couleurs très saturées qu'un simple projecteur RVB. Alors ça permet aussi de faire d'autres choses parce que quand on combine davantage de couleurs de lumière primaire que seulement rouge, vert et bleu, en fait on peut jouer sur le rendu des couleurs. On peut en fait avoir des couleurs qui apparaissent plus saturées ou moins saturées par exemple,
en fonction des primaires qu'on utilise et de leur puissance respective. Je vous ai mis un lien ici qui est le lien vers un site internet qui permet de simuler un peu les résultats d'une combinaison de 4 lumières de couleurs primaires. Alors, la synthèse soustractive des couleurs, cette fois, pour comprendre ce qui se passe, on va prendre comme exemple des filtres ou des encres transparentes. Donc, des filtres ou des encres absorbent une partie du spectre de la lumière. Et donc, en superposant des filtres, on absorbe encore plus de lumière dans différentes parties du spectre et on obtient ainsi des nouvelles couleurs. C'est donc la synthèse soustractive. Lorsqu'on superpose des couches d'encre transparente cyan, magenta et jaune, de nouvelles couleurs apparaissent. Donc, par exemple, le cyan et le jaune superposés font apparaître une couleur verte, le cyan et le magenta une couleur bleue un peu violette, et le cyan et le jaune une couleur rouge. Alors remarquez que les couleurs qui apparaissent ne ressemblent pas vraiment aux couleurs qui apparaissent dans la synthèse additive en rouge, vert et bleu. Le magenta d'un système soustractif avec cyan, magenta et jaune est plus rouge et plus foncé que le magenta du système RVB. Le cyan est plus bleu et plus foncé, et le vert est plus bleuté et plus foncé, et le bleu est beaucoup moins intense que dans le système RVB. En fait, les limitations chromatiques d'un écran d'ordinateur masquent ici une autre réalité qui est que le jaune primaire qu'on utilise en imprimerie, en général c'est le pigment jaune 74, il est en fait plus jaune, plus chromatique que le jaune d'un écran RVB. Et la même chose est vraie avec le cyan primaire d'un système d'imprimerie qui est en général le pigment bleu 15, qui est beaucoup plus chromatique que le cyan qu'on peut afficher sur un écran d'ordinateur. Alors remarquez encore que le noir qui apparaît lorsqu'on superpose des encres cyan, magenta et jaune, donc au centre, c'est plutôt un gris foncé. Et c'est pour ça que dans la plupart des systèmes d'impression, en fait, on ajoute une quatrième couleur, le noir, et on se retrouve avec un système cyan où on a comme couleur primaire cyan, magenta, jaune et noir. Et lorsqu'on combine par exemple du cyan et du noir en impression, on peut alors arriver à un noir beaucoup plus noir. On va appeler ça un noir riche. Alors, dans un monde idéal, en fait, on aurait des encres cyan, magenta et jaune parfaites. Et ces 3 encres suffiraient à synthétiser seules toutes les couleurs qui apparaissent dans notre système RVB, mais par soustraction de lumière. Si c'était possible, le cube RVB qu'on a vu précédemment serait parfaitement symétrique avec le cube cyan, magenta, jaune. Même si c'est pas véritablement le cas, on peut également représenter le système cyan, magenta, jaune sous la forme d'un cube. Et ça va être très utile pour des raisons mémotechniques, en fait, de nous représenter les relations entre le système RVB et le système cyan, magenta, jaune sur un même cube. Alors, dans le cas de la synthèse soustractive, on va partir de la couleur fondamentale qui est cette fois-ci le blanc. Donc le blanc, c'est par exemple la couleur du papier sur lequel on va imprimer avec nos encres cyan, magenta et jaune. Donc, les 3 couleurs primaires, ce sont le cyan, le magenta et le jaune. Ça forme 3 axes perpendiculaires avec le blanc. Et les couleurs secondaires sont produites par la superposition de filtres ou d'encre transparentes. Donc, le vert, c'est la couleur qui apparaît quand on mélange des encres jaunes et cyan. Le rouge apparaît quand on mélange les encres jaune et magenta. Le bleu apparaît quand on mélange les encres cyan et magenta.
Alors, de nouveau ici, en fait, rien ne nous oblige à nous limiter à 3 ou 4 couleurs primaires comme le cyan, le magenta, le jaune et le noir. En fait, un système à synthèse soustractive, c'est très pratique pour l'impression, mais ça a un gamut très limité. Et la plupart des pigments qu'on utilise en peinture, ou que les peintres utilisent en tout cas, ont des couleurs qui ne peuvent pas être produites avec des combinaisons de cyan, magenta, jaune et noir. Vous avez ici deux images de pigments qui sont assez extraordinaires pour l'intensité de leur couleur. À gauche, le rouge DPP ou rouge de pyrrole, c'est le pigment rouge 254, c'est le rouge Ferrari. C'est un rouge qui est vraiment très très rouge, qu'on ne peut pas atteindre en mélangeant des encres cyan et magenta. À droite, vous avez un pigment bleu de cobalt turquoise clair, pigment bleu 28. Et là, c'est pareil, c'est un pigment qui a une couleur qu'on peut pas atteindre en mélangeant, par exemple, du cyan, du blanc et un peu de jaune. Alors, il y a pas mal de pigments qui sont vraiment intéressants et qui existent justement pour dépasser les limitations euh, qu'on peut utiliser pour dépasser les limitations qu'on a quand on va travailler seulement avec du cyan, magenta, jaune et noir. Donc là, vous avez du violet de cobalt, du vert de phthalocyanine, du bleu outremer, qui est le bleu Yves Klein, ou de l'orange de cadmium, de l'orange de cuve, du jaune de cadmium citron, du bleu de phthalocyanine, du violet de dioxazine. Alors lorsque vous voyez que les pigments sont très très foncés, comme dans le cas du bleu de phthalocyanine en bas à gauche ou du violet de dioxazine en bas à droite, il faut bien se souvenir que tout le potentiel chromatique de ces pigments est caché lorsqu'on regarde le pigment pur. Il faut diluer ça dans du blanc, par exemple, pour révéler tout le potentiel chromatique de ces matières. Alors, je vous donne quand même un autre exemple de certaines propriétés assez géniales de certains pigments. Alors ici, le jaune de cadmium citron, c'est le pigment jaune numéro 35. C'est un pigment tout à fait particulier, puisqu'en fait, il s'approche tout près de la limite des couleurs qui sont possibles sous forme de matière. C'est un pigment qui est à la fois très chromatique et en même temps extrêmement clair. En fait, il est aussi clair que du papier blanc. Et il est aussi très opaque, donc il est très couvrant. Vous pouvez recouvrir du noir avec une couche relativement fine de jaune de cadmium. Alors attention, c'est toxique, il faut se laver les mains, mettre des gants, ne surtout pas fumer, mettre un masque, des lunettes de protection quand on utilise ce type de pigment. Alors, vous avez ici un petit dessin avec des lignes de jaune de cadmium citron. Je vous ai dit que c'est aussi clair que le blanc du papier. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'après vous si je transforme cette photo en noir et blanc? Ben, en fait, les différences en noir et blanc entre le jaune de cadmium et le papier n'existent pas. C'est vraiment aussi clair que le blanc du papier. C'est assez rare de trouver un pigment jaune qui a cette caractéristique-là. Donc, en fait, l'idée d'organiser toutes les teintes sous la forme d'un cercle ou d'une roue chromatique, c'est une idée assez ancienne. Et ça fonctionne plutôt bien si on s'en tient aux matériaux les plus saturés. Et donc la roue est beaucoup plus belle si on utilise de nombreuses couleurs primaires plutôt que seulement cyan, magenta et jaune. Alors c'est assez intéressant cette roue chromatique ou ce cercle chromatique de Vienne qui date du XVIIIe siècle. Bon déjà vous voyez il y a beaucoup de couleurs, de matériaux, de couleurs primaires qui ont été utilisés pour la dessiner. J'en compte au moins 10 personnellement. Mais alors une autre remarque intéressante, c'est que vous voyez que là vous avez donc un cercle chromatique qui montre
les couleurs les plus saturées sans doute que l'auteur de ce cercle chromatique avait à sa disposition. Et vous voyez qu'il a placé à l'intérieur du cercle un petit dessin où on voit un soleil, des nuages et vers le haut des ombres dans les nuages. Alors c'est une manière assez amusante de représenter une propriété des couleurs qu'il a utilisées. En fait, vous remarquerez, si vous observez les couleurs qui sont disponibles autour de vous, que le jaune, c'est toujours une couleur claire. Le bleu et le violet sont toujours des couleurs foncées. Et puis le rouge et le vert sont en général des couleurs moyennes. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment changer, en fait, la relation entre la clarté des couleurs et leur teinte, c'est quelque chose qui est déterminé par notre système visuel. Donc par exemple, il n'existe pas de jaune foncé. Alors les couleurs sont classées, donc ont été classées par exemple sous la forme d'atlas. Et bon, il existe peu d'atlas de couleurs matérielles et à ma connaissance, il n'y en a aucun qui soit vraiment exhaustif dans le sens où il contiendrait toutes les couleurs matérielles qui sont possibles, y compris les couleurs fluorescentes. Mais il y a quand même des atlas très complets, notamment celui du peintre américain Munsell, qui a en fait fait un travail immense au début du XXe siècle pour répertorier toutes les couleurs qui existaient. On peut toujours acheter aujourd'hui, ça coûte assez cher, mais ce qu'on appelle le Munsell Book of Color, qui est donc un atlas de couleurs qui contient l'ensemble des couleurs qui avaient été répertoriées par Munsell. Alors ce qui est intéressant dans ce type d'atlas, c'est que les couleurs sont classées euh, entre elles avec des écarts qui sont perceptuellement uniformes. Donc, ça veut dire que c'est vraiment basé sur la vision humaine, en tout cas la vision de l'auteur du livre. Et donc le système de Munsell, ça forme un arbre de forme irrégulière, autour d'un axe qui va du noir au blanc. Et chaque branche de l'arbre est une page de l'atlas et représente une teinte donnée. Et alors c'est intéressant de voir en fonction en fait de la teinte et donc de la page sur laquelle on se trouve, la couleur la plus chromatique va avoir un niveau de clarté différent. Par exemple, ici vous voyez que dans la page qui correspond au rouge, donc en haut à gauche, euh, le chroma maximal qui va ici jusqu'à 26 correspond à une valeur moyenne qui a une hauteur de 5. Tandis que par exemple la page qui correspond au jaune va avoir un chroma maximal dans la valeur la plus claire qui est la valeur numéro 9. Et dans une page qui correspond à un bleu un peu violet, vous allez avoir les valeurs de chroma maximale dans les couleurs les plus foncées. Donc l'arbre a des branches qui ont une forme assez irrégulière et qui correspondent à des propriétés du système visuel humain. Alors, le système de Munsell a aussi une roue ou un cercle chromatique qui est d'après moi particulièrement bien réussi parce que il est bien équilibré et que les teintes qui s'opposent dans le cercle chromatique de Munsell sont des couleurs complémentaires. Donc c'est assez intéressant d'utiliser ce cercle chromatique si on veut trouver des couleurs complémentaires. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, les pigments, les cercles chromatiques, la teinte des différents pigments classés sous forme de cercles chromatiques, je vous invite à aller voir le site internet de Bruce McEvoy. L'adresse est écrite là au-dessus, handprint.com. C'est vraiment une référence incontournable
pour l'étude de la teinte et de la couleur des pigments et la création de cercles chromatiques à partir de la couleur de ces matériaux. Alors, je vais utiliser un modèle un peu simplifié pour qu'on comprenne comment fonctionne la synthèse soustractive. Donc, c'est un modèle avec des filtres colorés transparents. Donc, on a vu au cours précédent que les matériaux diffusants colorés absorbent une partie de la lumière et réémettent vers l'œil une lumière colorée. Des filtres transparents, ils absorbent également une partie de la lumière et ils laissent passer l'autre partie. Donc, rappel sur la transmission, donc c'est un mécanisme par lequel la lumière traverse la matière. La lumière qui sort du matériau peut être plus ou moins modifiée. Donc, dans le cas, par exemple, de l'image qu'on voit ici du verre industriel, la lumière va ressortir très peu modifiée de la matière transparente. Par contre, si on a un filtre coloré, par exemple un filtre coloré vert, la lumière qui sort du filtre coloré va être très modifiée. Et en fait, une partie du spectre de la lumière qui a atteint le filtre va être absorbée ou soustraite, tandis que la partie restante va être transmise. Donc là, dans l'exemple, vous voyez que le filtre vert va absorber le violet, le bleu, un peu de cyan, un peu de jaune, l'orange, le rouge et le rouge lointain. Dans le cas d'un filtre jaune, on va absorber simplement le violet, le bleu, pas mal de cyan et un peu de vert. Donc, pour représenter les propriétés des filtres, on va utiliser un terme qu'on va appeler la transmittance. C'est en fait le pourcentage de lumière qui va être transmise par un matériau pour chaque longueur d'onde. Et c'est une courbe, un peu comme les courbes de réflectance la dernière fois. Sauf que cette fois-ci, la courbe correspond à la lumière transmise par un matériau transparent. Donc ici, on a une lumière blanche à 6500 degrés Kelvin, légèrement rose, qui atteint un filtre jaune qui va absorber une partie de cette lumière. Et donc la lumière qui va sortir du filtre aura perdu ses composantes violettes et bleues et sera donc jaune. Alors, si on imagine des filtres absolument parfaits, ce seraient des filtres qui vont absorber, qui vont en fait laisser passer une partie de la lumière et absorber tout le reste. Donc, par exemple, un filtre parfait cyan laisserait passer toute la lumière jusqu'à 550 nanomètres, c'est la figure qu'on voit en haut. Et donc, la lumière transmise, ça va être toute la lumière qu'on a envoyée, sauf toute la lumière dont la longueur d'onde dépasse 550 nanomètres. Donc selon le même principe, des filtres parfaits magenta et jaune vont absorber une partie de la lumière complètement et laisser passer tout le reste. Donc le filtre magenta parfait absorberait tout entre 5 et 600 nanomètres, donc tout le vert et tout le jaune. Le filtre parfait jaune absorberait tout entre 380 et 500 nanomètres, donc il absorberait tout le violet, tout le bleu et tout le cyan. Donc quand on va superposer ces filtres parfaits, on va absorber successivement différentes parties du spectre de la lumière. Donc par exemple là, si je superpose mon filtre magenta et mon filtre jaune, le magenta va d'abord absorber la lumière verte et la lumière jaune, et ensuite le filtre jaune va absorber la lumière violette, la lumière bleue et la lumière cyan. Du coup, ce qui va passer au travers de ces deux filtres, ça va être seulement ce qui reste, donc de la lumière orange et de la lumière rouge. Et donc la lumière qui est transmise et par conséquent la couleur qui va apparaître quand je vais superposer ces deux filtres, qui chacun soustrait ou absorbe une partie de la lumière, c'est de la couleur rouge. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe typiquement dans un cas de synthèse soustractive. On va soustraire différentes parties du spectre de la lumière et la couleur qui va apparaître, c'est ce qui reste. Alors si j'utilise des filtres magenta et jaune clair, vous voyez que je vais avoir, au lieu d'absorber toute la lumière d'une certaine partie du spectre, je vais en absorber une partie.
Donc je vais avoir des couleurs plus pâles qui vont suivre un peu la même logique, mais qui seront pas aussi saturées que les couleurs qui vont apparaître avec mes filtres qui ont une densité supérieure. Ce que je peux faire pour transformer un peu les quantités de lumière absorbées, c'est superposer plusieurs filtres qui sont eux-mêmes très clairs. Vous voyez que là, si je superpose deux filtres jaunes, je vais je vais absorber davantage de lumière bleue et violette. Je vais avoir un filtre jaune qui va avoir l'air plus jaune, et donc la couleur va être modifiée. Maintenant, si je mets 4 filtres jaunes, vous voyez que j'ai une couleur qui apparaît, qui est à peu près, qui est orange, quoi. Alors, une règle qui va être toujours vraie, c'est que les mélanges soustractifs vont assombrir les couleurs claires. Donc là, par exemple, si j'ai un filtre jaune très pur et puis des filtres cyan clairs, bon, les filtres cyan vont assombrir le jaune et en même temps faire apparaître une couleur verte. Donc là, ce qui se passe dans la petite animation, c'est que j'ai de la lumière blanche qui atteint un filtre jaune et j'ajoute progressivement de plus en plus de filtres cyan qui sont eux-mêmes très clairs. Et vous voyez la quantité de filtres qui apparaît, qui augmente, et simultanément la clarté du résultat qui baisse. Donc la lumière transmise devient de plus en plus verte et devient également, la couleur qui apparaît devient également de plus en plus foncée. Alors, si on avait des filtres parfaits, les superpositions de filtres, les couleurs qui apparaissent au fil de la superposition des filtres formeraient des lignes droites dans le diagramme de chromaticité de la CIE qu'on a vu la dernière fois. Donc vous voyez là, j'ai mis déjà 99 filtres jaunes clairs. J'ajoute là-dessus des filtres cyan. Et vous voyez qu'il y a une ligne droite qui se trace dans le diagramme de chromaticité, tandis que la couleur passe du jaune au vert. Maintenant, quand je vais ajouter les filtres magenta, je vais passer du vert au noir, en fait. Au fur et à mesure que j'ajoute des filtres, la clarté ne cesse de baisser. Donc, je suis parti du blanc, je suis arrivé au jaune, puis au vert, et puis en ajoutant les trois primaires, j'arrive à quelque chose de noir. Alors malheureusement, les filtres réels sont pas parfaits et donc ils dessinent jamais vraiment des lignes droites dans le diagramme de chromaticité de la CIE. Donc là, je vais utiliser comme exemple, pour vous montrer un peu ce qui se passe en général, un mélange un mélange soustractif de trois couleurs, de trois filtres transparents colorés qui ont des courbes qui correspondent davantage, on va dire, à des matériaux réels. Donc des courbes qui sont pas des filtres parfaits. Alors, donc là, on va ajouter d'abord des filtres jaunes, et puis des filtres cyan, et puis des filtres magenta. Vous voyez que dans le diagramme de chromaticité, en fait, on dessine plus des lignes droites, mais on dessine des courbes. En fait, c'est toujours ça qui va se passer quand on va mélanger soit des filtres, par exemple des gélatines, des filtres transparents, pour le théâtre qui permettent par exemple de modifier la couleur d'un spot de théâtre, ou bien quand on va mélanger ensemble des matériaux euh, légèrement transparents comme par exemple des peintures ou des encres. On va toujours tracer des lignes courbes dans le diagramme. Vous voyez que la clarté ne cesse de baisser, donc la règle qu'on a énoncée est toujours valide. Alors, ce que ça signifie que, en fait, on va toujours tracer des courbes dans le diagramme,
c'est que malheureusement, il est en général impossible de prévoir à l'avance euh, les couleurs qu'on va obtenir en mélangeant différents matériaux entre eux. En fait, on peut prévoir et calculer très bien grâce au diagramme de chromaticité des couleurs qui vont apparaître quand on va mélanger entre elles des lumières. Mais les couleurs qui vont apparaître quand on va mélanger entre elles des matières colorées sont en général imprévisibles. On va pouvoir plus ou moins les prédire, mais il va toujours falloir faire des tests pour savoir exactement quelle sera la couleur qu'on va obtenir. Alors, il y a quand même un certain nombre de règles qui sont en général vraies. Donc, par exemple, des mélanges soustractifs de matériaux qui ont des teintes proches donnent en général des couleurs qui restent relativement claires et qui sont généralement saturées. Donc là, je mélange, vous voyez, successivement. Là, j'utilise des filtres, mais je superpose successivement des filtres qui ont des couleurs assez proches. Et vous voyez que je gagne en saturation. Je n'obtiens pas une couleur qui va tendre vers quelque chose de grisâtre, par exemple, mais vers quelque chose qui gagne en chroma, qui gagne en saturation. Par contre, si je mélange ou je superpose des filtres qui ont des couleurs dont les teintes sont très différentes, en général, là, je vais perdre en saturation. Je vais obtenir des couleurs qui sont généralement très foncées et souvent très ternes. Vous voyez que là, en mélangeant ou en superposant des filtres qui ont des couleurs relativement claires et très saturées, comme du cyan et de l'orange, en fait, je vais tracer une longue courbe dans le diagramme de chromaticité qui va s'approcher tout près du gris. Et donc, la couleur va perdre en saturation et en plus, la clarté va vraiment baisser beaucoup. Alors la semaine prochaine, on va continuer le cours en abordant le mélange optique des couleurs. Donc le mélange optique des couleurs, ce sera en fait Bon, je vois que le temps une passe synthèse très vite et que tout ça est un une petit synthèse peu de couleurs qui va complexe pour combiner continuer ensemble à à la tout voir fois d'un des coup. éléments de la synthèse Donc, je vous additive donne rendez-vous la et des semaine éléments de la prochaine. synthèse On va soustractive, continuer, on va comme revoir un on peu peut tout voir ça dans le pointillisme, par exemple, ou et bien dans des motifs, par passez, exemple sur du passez une bonne textile, semaine. où on aura plein de petits signes de différentes couleurs juxtaposés qui vont donner en moyenne une certaine couleur. Voilà, merci de votre attention et à la semaine prochaine.